Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous RFI France 24 avec Olivier Sherman du service politique de RFI, donc sur les antennes de France 24 et les ondes de RFI. Nous recevons Jacques Attali. Bonjour. Merci d'être notre invité. Vous êtes président de Planète Finance. Jacques Attali, vous êtes aussi un phénomène, major de Polytechnique à 20 ans, puis l'ENA. Fastoche, direz-vous. Bref, il faudra peut-être vous disséquer après votre mort pour comprendre comment vous fonctionnez et surtout avec combien de cerveaux, d'autant que vous ne dormez que 4 heures par nuit. Ancien Sherpa de François Mitterrand, vous êtes passé dans le civil, vous êtes économiste, écrivain prolixe, plus de 50 livres et souvent des best-sellers, alors sur l'économie mondiale, l'histoire, la politique, mais la grande politique, pas celle des partis qui vous dépriment. Vous êtes une sorte, on vous appelle souvent une sorte de futurologue, de Piti de Delphes qui prévenait des grands défis du monde. Alors nous allons parler avec vous du monde et de l'Europe et bien sûr de la Grèce. Alors un petit pays et un grand Capharnaüm. Alors faut-il choisir, Jacques Attali, entre l'euro ou la Grèce ? Le choix ne se pousse plus en ces termes. La question grecque qui mobilise l'attention n'est plus la question importante depuis longtemps. La question importante, c'est de savoir ce qu'on va faire de l'Europe et de l'euro. Je ne dis pas ça de façon générale, parce que je crois que le fait de s'être focalisé sur la Grèce depuis trop longtemps a fait qu'on n'a pas traité le problème fondamental. Qui est la crise de la dette. Qui est le fait de créer les conditions d'une Europe fédérale. Tant qu'on règle ou qu'on essaie de régler les problèmes séparément, on n'y arrive jamais. C'est le problème des Horaces et des Curiaces. Les troupes divisées sont forcément battues. Tant qu'on se focalise sur la question grecque, on peut trouver toutes les solutions du monde à la question grecque. On aura ensuite une crise italienne, puis une crise française. Parce que quand on aura réglé la question grecque, les gens diront, les marchés, les prêteurs diront, mais si vous avez réglé comme ça la question grecque, vous allez nous faire les mêmes profits sur la question italienne ou donc la question. On ne soigne pas le mal. Donc en s'intéressant à la Grèce, le fait même de se poser que la question de la Grèce, c'est se tromper radicalement de diagnostic, qui est en effet une crise de la dette, mais une crise de la dette qui est très facile à régler en Europe. Contrairement à la crise américaine, qui n'est pas facile parce qu'ils ont 14 000 milliards de dettes. Pourquoi plus facile ? C'est très facile pour une raison simple, c'est que l'Europe en tant qu'entité juridique, que ce soit l'Union européenne ou l'Eurozone, n'a pas de dette. Cette entité juridique-là n'a pas encore commencé à s'endetter. Elle pourrait ne pas le faire, mais elle pourrait, en se dotant d'une recette fiscale minime, 1 à 2% de TVA qui serait transférée par les États, disposer des moyens d'emprunter jusqu'à 5 000 milliards d'euros. Alors qu'aucun ensemble du monde, ni les États-Unis, ni le Japon, ni la Chine, ni la Grande-Bretagne, qui n'est pas dans la zone euro, ne dispose de tels moyens. Donc, parler de la Grèce, c'est se focaliser sur la question grecque, c'est une certitude d'échec. Alors vous avez parlé donc du problème de la Grèce, d'un risque de contagion avec l'Italie ou l'Espagne. On avait aussi un point très important de la rue, avec la rue qui a parlé, le peuple qui parle, le peuple qui descend avec une fronde très importante. Est-ce que ce peuple, lorsqu'il y a donc un référendum qui pourrait être mis en place, décidé par le pouvoir grec, est-ce que c'est normal de demander au peuple ce qu'il en pense ? Oui, c'est tout à fait normal. La Grèce est, comme on le dit souvent, même si ce n'est pas tout à fait vrai, l'inventeur de la démocratie. La moindre des choses, c'est de laisser faire. D'autant plus que Mme Merkel passe son temps depuis 2 ans à demander ou à suivre l'avis du dernier sondage de passage, à être impressionnée par la moindre élection cantonale, c'est-à-dire la moindre élection locale en Allemagne, et maintenant à obéir, comme l'a exigé la Cour constitutionnelle allemande, à l'avis quotidien de la commission budgétaire du Bundestag. Alors, si les Allemands peuvent le faire tous les jours... Nous, on devrait le faire. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy devrait passer devant la représentation nationale. La démocratie s'exerce de la façon qu'elle veut. En Allemagne, elle s'exerce de la façon que je viens de dire. En France, nous avons la chance d'avoir un système institutionnel qui fait qu'un président, même très impopulaire, a les coups des franges pour négocier. Je pense que c'est un grand atout pour la France. Il est le patron jusqu'au dernier jour de son mandat et c'est très très bien pour que... Il emportera les responsabilités s'il négocie mal. Mais au moins, la France peut négocier. Maintenant, que la Grèce fasse cette demande, c'est son problème. Naturellement, aujourd'hui, je veux bien reparler de la Grèce, même si c'est fourvoyer totalement sur la nature du problème. La Grèce, la rue grecque n'est pas l'expression de la démocratie. La démocratie s'exprime dans les urnes.
Et en effet, la question qui se pose, c'est quelle question va être posée au référendum, sachant que, de toute façon, comme François Mitterrand aimait à le dire, dans un référendum, on ne répond jamais à la question posée. Et alors, si on avait construit une Europe politique, une Europe fédérale dont personne n'a voulu au début, est-ce que les choses se seraient écrites différemment? Il ne faut pas réécrire l'histoire. D'abord, on fait quoi alors? Quand on a fait l'étape de Maastricht, on savait qu'il fallait une étape suivante. Mais on savait qu'elle ne pouvait pas venir à ce moment-là. Parce que quand on a fait le marché commun, on savait qu'il fallait un marché unique. On l'a fait 10 ans plus tard ou 20 ans plus tard. Quand on a fait le marché unique, on savait qu'il fallait la monnaie unique. Et on l'a fait 20 ans plus tard, 15 ans plus tard. Et maintenant, on sait qu'il faut un fédéralisme budgétaire, donc un fédéralisme politique et une démocratie européenne. On sait qu'il faut ça. On sait que la monnaie unique ne durera pas. Ça fait très longtemps que je dis que la monnaie unique... Vous l'avez écrit d'ailleurs. Je l'ai écrit il y a 15 ans. Si la monnaie unique ne s'appuie pas sur un fédéralisme politique, elle disparaîtra. Et maintenant, l'heure de vérité arrive. Et se focaliser sur la question grecque ou sur la question italienne, parce que ça va être le prochain gimmick des médias ou des hommes politiques, c'est absurde. C'est plus du tout le problème. Ça n'a jamais été le problème. Alors, même si la Grèce décidait de voter contre au référendum et de sortir de l'Union européenne ou de la zone euro, plutôt de la zone euro, ce que les traités n'organisent pas, et qui est donc extraordinairement difficile, ça entraînerait des telles catastrophes en Grèce que je ne pense pas que les Grecs le feront. Et les Grecs ne peuvent pas sortir de la zone euro, on peut les mettre dehors. Ce qui est extraordinairement difficile. Personne ne le... Ça a été fait volontairement d'ailleurs. Les traités ont été faits d'une telle façon que ça soit presque impossible, très très difficile. Quelles seraient justement les conséquences pour la Grèce si les Grecs sortaient de la zone euro ? D'abord, si les Grecs sortaient de la zone euro, leur dette augmenterait énormément, puisque leur dette est évaluée en euros. Ils prendraient une nouvelle monnaie qu'ils émettraient du jour au lendemain. Alors, il faut encore voir physiquement comment c'est possible d'imprimer des billets d'un jour à l'autre. Et ils paieraient leurs fonctionnaires avec cette fausse monnaie ou cette nouvelle monnaie. Moi, je ne vois pas beaucoup de Grecs acceptant de changer leurs euros contre des drachmes nouvelles, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Et les drachmes perdraient beaucoup de valeur. La dette grecque serait insurmontable, plus qu'aujourd'hui. Les Grecs seraient en faillite. Et comme ils ont un déficit primaire, c'est-à-dire que s'ils ne payent pas leur dette et s'ils n'ont pas d'aide, ils ne peuvent pas payer leurs fonctionnaires, ça voudrait dire qu'ils seraient obligés d'émettre du papier-monnaie de valeur nulle pour payer leurs fonctionnaires. C'est donc une sortie tragique, une baisse du niveau de vie de l'ordre de 80% peut-être. C'est une tragédie, et comme on l'entend partout, une tragédie grecque. Alors, est-ce que dans cette crise, Jacques Attali, vous n'avez pas le sentiment que tout le monde est soumis à un diktat? Alors, on voit bien que la Grèce a envie de renverser la table, mais qu'elle doit, on l'oblige à obéir. La France se plie aux conditions allemandes. L'Europe devient en quelque sorte l'obligé de la Chine, qui devient son créancier. Je ne suis pas d'accord avec ce raisonnement. C'est comme si vous disiez, on manifeste dans la rue, nous sommes contre la mort. La mort, c'est un scandale. Vous voyez, ça vous fait rire. Eh ben, c'est pareil. Quand on a accepté de s'endetter, surtout dans les pays démocratiques, dans les pays où ce ne sont pas des démocraties, ce sont les dictateurs qui s'endettent au bénéfice de leur compte en Suisse. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais quand les démocraties s'endettent, il faut en payer le prix. C'est-à-dire qu'il faut rembourser. Il faut rembourser. Et on a beau manifester, la dette, elle est là, on l'a faite de façon démocratique, si on veut bien croire à la... Il faut la rembourser. Par des erreurs passées, par des erreurs originelles. Des erreurs originales que les peuples portent parce que démocratiquement, ils ont élu et ou réélu les gens qui ont augmenté cette dette. En France, depuis 10 ans, les impôts ont baissé quotidiennement, continuellement, et les dépenses ont continué à augmenter. Si les impôts d'aujourd'hui en France étaient ceux de l'an 2000, nous aurions non pas 87% de dette publique, mais nous aurions 60% de dette publique. Nous avons engrangé 25% de pertes à cause de la baisse des impôts. Je ne suis pas contre la baisse des impôts, mais il fallait baisser les dépenses en même temps. Donc, ce sont des erreurs. Alors, est-ce qu'on dépend de la Chine? Non, c'est absurde. La Chine vient de dire d'ailleurs qu'elle ne pourrait envisager de prêter que 100 millions d'euros, 100 milliards d'euros. Quelles vont être ces contreparties de la Chine? Vous qui avez une vision toujours globale des choses. La Chine a demandé le statut d'économie de marché. Elle l'a demandé de façon générale. Et évidemment, ce statut ne dépend pas de l'Europe, il dépend de l'OMC. L'Europe n'est pas en situation de pouvoir ni l'accorder ni le refuser, ça n'a pas de sens. Et 100 milliards pour une dette qui est aussi importante, ou quand on cherche 2000 milliards, ce n'est pas 100 milliards qui vont changer la donne. Donc tout ça n'a pas de sens.
France, on sera beaucoup plus dépendant des grands hedge funds, des fonds souverains du Golfe que de la Chine. Donc je ne crois absolument pas à cette question. Pourquoi vous avez écrit dans votre livre, il faut une gouvernance mondiale. Alors vous êtes hyper fédéraliste. Non, mais ça, on verra. Évidemment, si on n'est pas capable de faire à Bruxelles le fédéralisme européen, on va être capable de faire un fédéralisme mondial à Cannes. Donc oublions ça. Il y a trois avenirs possibles. Il y a la faillite, qui est le plus vraisemblable. Il y a la faillite de l'Europe et de l'euro. Ça, c'est le plus vraisemblable. Tant qu'on fait comme ça. Deuxième solution, on admet que la Banque centrale émet de la monnaie à l'infini, comme le font les Anglais, comme le font les Chinois, les Japonais, comme le font les Américains. Et ça, à terme, c'est l'inflation. Mais Merkel s'y est opposée. Oui, mais elle s'oppose à tellement de choses qu'elle finit par se rallier à ce qui lui permet de survivre. Et puis, troisième solution, le fédéralisme européen. On a le choix entre la faillite, l'inflation ou le fédéralisme. La faillite, l'inflation ou le fédéralisme. Et vous êtes très pessimiste, Jacques Attali. Je ne suis pas pessimiste, je suis en colère contre des dirigeants politiques incapables depuis des années de voir que le fédéralisme est la seule solution logique. Et que le problème n'est pas un problème d'abandon de souveraineté à l'égard de l'Allemagne ou de Bruxelles. Le problème, c'est que la souveraineté, elle est déjà perdue. On a le choix de la perdre contre les marchés, c'est-à-dire les prêteurs, ou l'Europe, c'est-à-dire nous-mêmes. Alors, à qui donne-t-on la souveraineté? À nous, à travers l'Europe, aux prêteurs, c'est-à-dire les marchés avec leurs caprices et leurs exigences. C'est tout. Il faut affronter la réalité. Je vous dis, c'est comme si des gens défilaient dans la rue avec non à la mort. C'est aussi absurde. Ouais. Cela dit, quand vous dites risque d'inflation, c'est justement ce que craignent les Allemands, traumatisés par l'hyperinflation. Et faire de la BCE une planche à billets, c'est ce que voulait faire Nicolas Sarkozy. Et là encore, veto des Allemands. Parce que dans le fond, c'est une question de poids politique, mais c'est une question de portefeuille. C'est eux qui ont... D'où l'importance pour la France de recréer les conditions de son équilibre, n'est-ce pas? Si vous regardez les chiffres, la France va plus mal que l'Italie. L'Italie a un excédent de balance des paiements, nous avons un déficit. L'Italie a un excédent de balance de budget primaire, c'est-à-dire qu'elle peut ne pas payer sa dette et continuer à payer ses fonctionnaires, ce qui n'est pas le cas de la France. Donc il est fondamental de restaurer nos équilibres. Ce n'est pas pour obéir à l'Allemagne, c'est pour ça que je crains, le pire que je puisse craindre, c'est que l'Allemagne change de pied et en viennent à nous proposer un fédéralisme européen. Et que nous serions tellement en situation difficile que pour beaucoup, ça apparaîtra comme un diktat allemand. Et que beaucoup le refuseront parce que le fédéralisme apparaîtra comme un diktat allemand. Alors qu'en fait, il est de l'intérêt fondamental de la France, du modèle social français et du développement de l'emploi dans notre pays. Et il y a quelques instants, Jacques Attali, vous avez parlé de la contagion avec donc l'Espagne, avec l'Italie. Vous avez juste évoqué le cas de la France. Donc pour vous, la situation de la France est aussi dramatique? Bah oui, j'ai dit en mois de juillet que le AAA de la France était menacé, mais il n'est plus menacé, il n'existe plus. Il suffit de regarder les différences de taux entre la France et l'Allemagne, ce qu'on appelle les spreads. La France est notée BB+, enfin 3B+. Voilà. C'est la réalité des marchés. Alors que l'agence de notation le confirme ou pas, c'est purement une question de pudeur ou d'impudeur politique. Donc nous sommes en effet dans une situation extrêmement grave. La situation française est très grave. Je dis depuis très longtemps que tout se jugerait sur le budget 2012, et le budget 2012 a été laxiste en termes d'économie de dépenses et de recettes. Vous avez toujours un mot qu'on vous doit, Jacques Attali, c'est pour parler du G20, donc avec le chiffre 20, vous écrivez V-A-I-N, un G20, vous dites en quelque sorte que c'est une coquille vide où il ne se passe jamais rien, parce que dans le fond, on y pose quoi? Pas les bons problèmes ou parce qu'il y a une impuissance politique? J'ai dit ça depuis le premier G20. Je considère que j'ai considéré à cette époque, et donc ce n'était pas une gloire rétrospective, je l'ai dit dès le premier G20. Je crois que c'est une erreur historique majeure que d'avoir créé le G20. Parce que le G20, pour avoir été pendant 11 ans le Sherpa d'un G7, je sais... Et le G7, il s'y décidait des choses au G7? Non, il ne peut pas s'y décider des choses, parce que ce sont des réunions informelles, par nature, c'est une occasion de conversation. C'est une enceinte, quoi. C'est un café du commerce, qui n'a d'intérêt que parce que les gens se rencontrent et peuvent échanger et éviter de se confronter trop brutalement. Mais les décisions
dans un monde d'état de droit, et nous espérons que le monde soit un état de droit, ne peuvent pas être pris dans des instances informelles. Elles doivent être prises dans des instances formelles, c'est-à-dire dans lesquelles les gens ont des droits de vote, des règles. Or, il y avait une occasion unique au moment où la crise commençait, c'est qu'au lieu de faire le G20, cette structure informelle qui naturellement donne tout pouvoir aux Américains et aux Chinois, de transférer, de donner les compétences qu'on a soi-disant données au G20, mais qui n'a pas les moyens de les exercer, au Fonds monétaire international, et en particulier au Comité monétaire international, qui réunit 24 pays, représentant l'ensemble de la communauté, où l'Afrique est présente, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans le G20, et où, ce qui est même hallucinant, mis à part l'Afrique du Sud, et où une réunion du comité monétaire au niveau des chefs d'État aurait donné immédiatement le sentiment que le monde est commandé par les chefs d'État dans le cadre d'une institution qui peut prendre des décisions, au point même que les rares choses que le G20 a fait, embryon, coquille vide, ont été de vider le Fonds monétaire de sa substance en créant un autre machin, de plus autres machins à côté qui heureusement ne fonctionnent pas, qui doivent remplir un certain nombre de fonctions qui normalement, en particulier de régulation du système financier international, appartiennent au Fonds monétaire. Le monde n'est pas du tout gouverné par le G20 alors pour l'instant. Mais non, le G20, il ne l'est pas. Et regardez ce caravansérail. C'est soi-disant 20 personnes, c'est en fait 34 gouvernements, c'est 45 autres gouvernements, c'est des gens qui frappent à la porte, qui viennent prendre le café, qui font des réunions parallèles, c'est des communiqués qui n'ont aucun sens. Et reprenez de façon rétrospective, ce que j'aurais aimé que les médias fassent sérieusement, depuis le premier G20 jusqu'à aujourd'hui, le nombre de soi-disant décisions, le nombre d'éditoriaux triomphants qui ont été faits après les G20 de Pittsburgh, de Londres, etc., ou de Séoul, et qui ensuite, il faut avoir un peu de mémoire. Tout ce qui a été annoncé n'a pas été appliqué. Alors, est-ce que... Et même si ça pouvait l'être, ça ne pouvait l'être que dans les pays eux-mêmes. Et si vous appliquez une réglementation sévère aux États-Unis sur les banques vont faire la même chose ailleurs. Et donc, forcément, tout ce qui n'est pas mondial est vide de sens. Est-ce que cette crise, d'après vous, au point de vue intérieur pour Nicolas Sarkozy, qui joue un peu le pompier et le capitaine, est-ce que vous pensez que c'est bon ou mauvais pour lui et pour sa réélection? Est-ce que vous pensez que les Français préféreront un capitaine, même s'il est mouillé par les eaux de la tempête, qu'un François Hollande qui arrive un peu frais et sans réelle expérience, ni gouvernementale, ni... l'absence d'expérience, c'est pas le sujet, parce que si vous prenez à travers le monde, dans les grandes démocraties, Cameron n'a jamais été ministre, Obama n'avait pas été ministre, Zapatero n'avait pas été ministre, etc. Donc ça, c'est pas le sujet. Je pense que tout reste encore à faire. C'est-à-dire que cette campagne, j'espère, peut-être suis-je naïf, qu'elle portera sur des vrais enjeux. Et pas sur est-ce qu'il a une belle cravate ou est-ce qu'il est... Ça ne sera pas sur une personnalité? J'espère que non. J'espère que ça sera sur des vrais enjeux. Alors évidemment, la personnalité sera très importante. Mais les vrais enjeux, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de l'Europe? Quelle est votre politique étrangère? Quels sont vos choix? Une question là-dessus pendant le débat socialiste. Voilà. Ça, c'est la faute de vos confrères, pour l'essentiel, qui n'ont pas posé ces questions. Donc, j'espère que, et j'essaierai de faire en sorte d'y participer, d'y aider. Comment vous pouvez participer? Je publierai un livre début janvier dont le sujet sera justement de poser les questions auxquelles les candidats ne devront pas échapper. Est-ce que vous rencontrez les candidats? Ça m'arrive. François Hollande. Ça m'arrive. Il m'est arrivé de rencontrer assez récemment l'un et l'autre. Et il a une stature présidentielle, oui, bien à votre sûr. avis, François Hollande? Évidemment, il est tout à fait capable d'exercer cette fonction. Tout à fait capable d'exercer cette fonction. Nous avons la chance d'avoir en France un mode de sélection des élites, pas seulement l'ENA, mais aussi la vie politique elle-même, qui permet de faire surgir des gens de qualité, et en particulier l'expérience locale maintenant renforce cette disponibilité. Merci Jacques Attali, merci Olivier Sherman. On se retrouve donc la semaine prochaine ensemble avec RFI. Mais France 24 continue avec vous, Jacques Attali, la suite de cette émission dans quelques instants.